Bonjour, ici Katia Nunez de Bien écrire. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la richesse des figures de style. Donc c'est un aspect qui est vraiment oublié dans les figures de style. On ne l'étudie pas pendant ses études. Donc je vais vous en parler parce que ça a un intérêt assez important en études de texte. La figure de style n'est considérée comme telle que si elle possède un aspect stylistique ou littéraire. Sinon, on n'en tient pas compte. Cet aspect-là est relativement subjectif. Il dépend de l'auteur, du public, du contexte et de la société. De la société de l'auteur. Et ça, on l'oublie très souvent. On va développer ce point ensuite. Les rhéteurs latins étudiaient principalement des figures de rhétorique et non pas des figures de style. L'étude de l'aspect ornemental, c'est-à-dire décoratif des figures de style, s'est surtout développée à l'époque classique, c'est-à-dire au XVIIe siècle. Avant, on s'intéressait aux figures de rhétorique, aux figures pour convaincre, pour faire des discours, et non pas pour créer des textes littéraires. Donc, on notera que la vision des figures de style change avec la langue utilisée. Avant François Ier, on avait du latin. La langue en France était le latin. Et le latin était une langue élitiste. Elle n'était accessible qu'à un nombre réduit de personnes. Le passage du latin au français sous François Ier force à revisiter les auteurs antiques. C'est ce qu'on appelle la Renaissance d'ailleurs, le fait de revenir aux auteurs antiques. Je vais aussi parler de Malherbe par rapport au sujet que je traite aujourd'hui. Il considère que la poésie doit être accessible à tous, donc il codifie strictement celle-ci. Ça amène à une définition de ce qui est autorisé, de ce qui est conseillé et de ce qui est interdit, déconseillé. Et donc il définit lui-même, même s'il ne l'appelle pas ainsi, il définit la richesse des figures de style. De son point de vue à lui, forcément, qui ne sera pas le même que celui d'aujourd'hui. On citera par exemple pour Malherbe l'idée que les rimes d'un poème doivent alterner entre rimes féminines et rimes masculines. Rimes qui se terminent par un E muet et rimes qui ne se terminent pas par un E muet. Voilà. Mallarmé au XIXe siècle considérait la comparaison comme une figure usée parce qu'elle a été utilisée de façon trop importante en poésie. Il dit carrément que le mot « comme » devrait être rayé du dictionnaire des poètes. Donc pour lui, la comparaison est une figure très pauvre. On va prendre un autre exemple de l'importance de l'époque dans la richesse perçue des figures de style. Au XVIe siècle, le décasyllabe est la référence. On considère qu'un bon poème est écrit avec des vers de 10 syllabes. Par contre, au XVIIe siècle, c'est l'alexandrin qui est la référence. Donc, un vers de 12 syllabes au XVIIe siècle sera considéré comme bien écrit, tandis que le décasyllabe sera moins bien perçu au XVIIe siècle, alors que c'était la norme au XVIe siècle. La richesse des mêmes vers n'est pas perçue de la même façon selon l'époque. Et donc ça amène toute la question de la relativité de la richesse d'une figure de style. Il y a un certain nombre de figures qui sont dites grammaticales ou qui sont dites stylistiques, comme les comparaisons. Et en fait, c'est assez complexe. On
va dire qu'il existe des comparaisons grammaticales qui, attention, ne sont pas des figures de style. Donc Pierre est plus grand que Paul n'est pas une figure de style parce que c'est une comparaison grammaticale, il n'y a pas de poésie là-dedans, les deux, le comparé, le comparant sont relativement proches. Voilà, on est dans la comparaison grammaticale qui n'a aucun intérêt stylistique, elle n'est pas riche, c'est pas une figure de style qui a une certaine richesse. Et à côté, on va parler de la comparaison stylistique qui, elle, a une qualité importante, qui, elle, est considérée. Mais au final, la limite, on va le voir quand on va traiter de la comparaison, la limite est extrêmement ténue. À partir de quand une comparaison est-elle bonne, entre guillemets? À partir de quand est-elle simplement un élément de grammaire comme un autre? Donc, plutôt que de définir une comparaison grammaticale et une comparaison stylistique, on va se demander quelle comparaison est de bonne qualité et quelle comparaison est de moins bonne qualité. On va parler de richesse de la comparaison, comme on parle de richesse de la rime, plutôt que de parler d'une comparaison grammaticale ou stylistique, c'est-à-dire en fait, en réalité, même si on ne dit pas le mot, d'une bonne comparaison et d'une mauvaise comparaison, d'une comparaison de la vie de tous les jours et d'une comparaison littéraire. Alors c'est un choix sur ma chaîne, les choix que l'on va faire seront justifiés, mais forcément critiquables, je l'ai dit dans la vidéo d'introduction. On va aussi parler dans cette vidéo des catachrèses et des clichés. La catachrèse est-elle une figure de style? En fait, la catachrèse, c'est une métaphore qui est rentrée dans le langage commun. Soit elle perd son sens propre, c'est-à-dire son premier sens, et le sens figuré remplace le sens propre, soit il n'existait pas de mots pour définir ce pourquoi elle a été utilisée, et du coup, la catachrèse étend la définition du nom à un nouveau sens propre. Je m'explique. Quand on parle des pieds de la chaise, on a créé un nouveau mot à partir d'une métaphore. C'est comme si la chaise avait des pieds, mais on a créé ce mot pour définir la chose. Le collège était au départ une réunion. On a remplacé le sens originel par un nouveau sens, l'endroit où on apprend quand on a entre 11 et 14 ans environ. Donc, dans le second cas, le cliché, la figure de style est tellement utilisée en permanence qu'elle ne produit plus la même intensité, voire qu'on ne la reconnaît même plus comme telle. Quand on dit malin comme un singe, c'est une comparaison. Par contre, comme on l'a dit énormément de fois, on ne considère pas que celui qui fait une comparaison avec malin comme un singe fait preuve d'un esprit littéraire. Un beau ténébreux est une métaphore, mais une métaphore tellement rentrée dans le langage commun qu'on ne repère plus que c'est une métaphore. Un coup astronomique est une hyperbole. Un don Juan est une antonomase. On verra tous ces mots en détail quand on va traiter une par une de toutes les figures de style. Voilà. Donc la question est, les clichés doivent-ils être relevés dans une analyse de texte? Est-ce réellement une figure de style ou est-ce simplement l'usage normal de la langue? Dans la forme, c'est une figure de style, mais l'enrichissement apporté au texte est trop pauvre pour mériter qu'on s'y attarde, sauf si d'autres éléments poussent à cela. Par exemple, si on a un texte avec uniquement des clichés, dans ce cas-là, c'est une figure de style. L'auteur fait exprès d'employer des clichés en permanence. Il y a la question des références aussi. Pour voir la figure de style ou la comprendre, il faut avoir des références communes avec l'auteur. Exemple, imaginons que je dise « J'avais un Zola entre les mains hier ». Émile Zola est suffisamment connu
pour savoir que le locuteur exprime le fait qu'il lisait un livre d'Émile Zola. Donc tout le monde va comprendre. Par contre, si je dis « j'avais un Landowski dans les mains hier », eh bien, Landowski est un sculpteur, Paul Landowski, mais la référence est très obscure. La personne à qui on parle ne va pas forcément comprendre que le locuteur exprimait le fait d'avoir tenu une sculpture de cet artiste. Sans le contexte ou la référence adéquate, la figure de style perd le message qu'elle veut faire passer. Le public a une importance primordiale dans ce contexte-là. Dans tous les exemples précédents, plutôt que de chercher à savoir si l'on est en présence d'une figure de style ou non, c'est-à-dire se dire, bon ben oui, je suis en présence d'une figure de style, ou non, ce n'est absolument pas une figure de style, c'est l'usage normal de la langue. On arrive à faire des nuances en parlant de richesse de la figure. Et donc, du coup, on ne trace plus une limite arbitraire, oui, non, dans ce qui est considéré comme figure de style ou non. À la place, on cherchera à savoir si la figure de style, qui n'est qu'un écart à la langue, rappelons-nous, enrichit suffisamment le texte pour être relevé, ou si sa présence n'est qu'anecdotique, du coup, on n'en parle même pas dans notre étude de texte. Voilà. Pour conclure, plutôt que d'occulter le sujet, il pourrait être bon d'expliquer que l'étude des figures de style demande de faire des choix et de ne sélectionner que ce qui est suffisamment riche. Voilà, c'est fini. Dans la prochaine vidéo, nous verrons la légende que je vais utiliser pour que vous sachiez quelles sont les figures de style à connaître et quelles sont celles que vous n'êtes pas obligé de connaître selon le niveau que vous visez. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Bien écrire.